Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie, c'est vous. Vous qui enfantez les hommes, présidents, rois, fous ou voleurs. Parole du célèbre chanteur béninois Jonas Pedro, fredonnée en boucle le 8 mars de chaque année pour magnifier la femme. Aujourd'hui, 8 mars, c'est en effet la journée internationale des droits des femmes. Nous en parlons dans ce prétoire du tribunal de l'actualité avec Halima Deborah Traoré Diallo, première vice-présidente du mouvement célébrant le 8 mars autrement. Bonjour Madame Traoré, merci d'avoir honoré notre convocation. Bonjour. Médiateur du FASO d'août 2011 à octobre 2017, Madame Traoré, consultante spécialisée en développement et analyse de genre, a été entre 1984 et 1987 directrice chargée de la mobilisation et de l'organisation des femmes du Burkina au secrétariat général des comités de défense de la révolution CDR. C'est donc une femme pleine de ressources et avisée et sur les questions du genre que nous avons le privilège de recevoir pour vous aujourd'hui au tribunal de l'actualité pour cette troisième audience de la semaine. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour président Tomondi, bonjour juge Bougouma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, bonjour juge Vara, président Tomondi, bonjour, madame, monsieur, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Trait TV et en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Une audience que nous ouvrons avec les avant-propos des juges que je convoque à présent. Coup de cœur, cris de cœur, interpellations sont au menu de cette séquence. Et c'est le juge Geoffroy Vara qui s'y colle en premier aujourd'hui. Oui, merci président. Moi, mon avant-propos va concerner le passage devant l'Assemblée nationale pour discuter des questions concernant les non-lotis. C'est une vraie préoccupation. L'Assemblée législative de transition. L'Assemblée législative de transition. En tout cas, quand on a écouté ce qui était comme détail pour ce qui est du projet de restructuration, puisque le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, Sidibé, était donc, on va dire, celui-là qui devrait donc donner plus d'éclaircissement. Il a rappelé que quand même, depuis le RGPH 2019, il y a beaucoup d'éléments qui sont sortis sur la pression en milieu urbain et tout le monde sait comment il y a une forte population qui se trouve en zone non lotie, qui sont des zones très difficiles, puisque comme cela l'indique, ce n'est pas loti. Donc on se débrouille comme un peu pour faire venir l'électricité, on se débrouille comme un peu pour faire venir certaines commodités et on sait que on est dans une situation sécuritaire. C'est aussi, quoi qu'on dise, une masse qu'il faut savoir maîtriser et puis pour lesquelles il faut travailler à donner une qualité de vie. Je pense que depuis sous Bénéwandé et même avant, il y avait des éléments qui avaient été donnés, même dans la façon de penser le Grand Ouaga, il y avait la question des superficies qui avait été remise sur la table. Donc c'est des préoccupations qui reviennent. Si le ministère, il n'y a pas longtemps, parle de la loi qui est la réforme sur la question de la promotion immobilière, il faut penser toute la chaîne. Et donc, les non-lotis sont forcément concernés. Mais il y a aussi un esprit sur lequel il faut travailler. Tout le monde a droit à un logement décent. Mais tout le monde ne doit pas chercher à avoir une parcelle. Une parcelle, ce n'est pas forcément un logement décent. Et c'est ça aussi, peut-être qu'il faut travailler dans la tête des uns et des autres. Est-ce que tout le monde peut avoir une parcelle? Il faut qu'on soit aussi dans la culture, de la construction et de la gestion des espaces, aller en hauteur pour que tout le monde puisse avoir son logement décent et que même les promotions immobilières prennent cela en compte. Et nous aussi, dans nos dynamiques et dans notre façon de faire, que cela soit pris en compte. Je pense qu'il y a tout ça qu'il faut repenser en même temps sur ce vaste chapitre-là. Il y a à travailler sur les prérequis que nous avons, sur des idées qui sont restées dures chez chacun d'entre nous. Et puis, il faut gérer aussi, quoi qu'on dise, un passif, parce que beaucoup de personnes ont décidé de venir s'installer dans des zones, d'abord parce que peut-être elles ne peuvent pas payer un loyer, c'est plus difficile, c'est tout. Et pour d'autres personnes aussi, ça se dit que si je suis là, quand on va tracer, je vais avoir une parcelle. Il y a une forme de spéculation, il y a beaucoup de raisons. Mais il faut tout prendre en compte pour donner à chacun une certaine dignité de vie. Parce qu'on a besoin de vivre avec ses enfants, avec sa femme, dans un espace quand même qui soit... Et ça, c'est le rôle aussi de l'État dans ce qui lui est caractère impérieux régalien, de pouvoir assurer ces choses-là.
C'est des sujets qui peuvent fâcher, mais il faut aller avec beaucoup de tact. Et on a senti le ministre Sidibé aborder les choses dans ce sens-là. Et on attend de voir ce que ça va donner. Est-ce que les uns et les autres comprendront? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans un remake à la société immobilière versus État dans la réforme de la loi? C'est des éléments qu'on appréciera. On appréciera ces éléments. Chacun a droit à un logement décent. Et il faut donc peut-être promouvoir aussi les locations-ventes parce que tout le monde ne peut pas acheter une parcelle. Eh bien, tout ça est à voir et juge Bernard Bougma a sans doute un autre mot à nous dire ce matin dans son dialogue intérieur. Oui, tout à fait. Mon avant-propos concerne le rapport sur le digital au niveau du Burkina Faso, donc sur Internet. Il y a quelques données effectivement qui sont sorties. Et si on compare l'accès à Internet par rapport aux autres biens essentiels, Internet, ça fait 21,6% de la population. L'électricité, c'est 19%. Donc l'Internet, en termes de besoins essentiels, surclasse l'électricité. Et l'eau potable à 47,2% de la population. Et pour les besoins sanitaires de base, on est à 21,7%. Là, la différence, c'est quelques 0,00 parce qu'Internet est à 21,6 et là on est à 21,7. Donc c'est des données par rapport aux biens essentiels. Mais voilà, bon, en ce qui concerne l'utilisation des médias sociaux au niveau du Burkina, il y a Facebook qui connaît une décroissance. Facebook connaît une décroissance parce qu'il y a 2,5 millions d'utilisateurs actifs de l'ensemble des médias sociaux, mais Facebook c'est 1 950 000 utilisateurs. Mais Facebook a perdu 100 000 utilisateurs, comment on appelle ça, en un an. Donc, au Burkina, il y a une décroissance au niveau de Facebook. Mais ceux qui sont en train de monter, c'est Twitter. Twitter est en train de monter. Au niveau de Twitter, il y a une croissance et c'est une croissance. Aujourd'hui, on est à 77 000, plus de 77 000 utilisateurs, en majorité des hommes, 90% d'hommes et 9,3% de femmes. Mais il y a une décroissance, comme je l'ai dit, de Facebook. Effectivement, il y a beaucoup qui désabonnent et ce n'est pas seulement ici, même dans d'autres pays. Et sur Facebook, il y a des intérêts. Maintenant, il y a les autres médias sociaux aussi également qui sont en train de monter. Il y a LinkedIn qui est en train de monter, mais Instagram, chez nous aussi, est en baisse. Mais ce qu'il faut retenir comme essentiel, parce qu'on n'a pas assez de temps, c'est que la plupart des connexions mobiles se font via mobile. C'est plus de 70% de connexions qui se font via mobile. Les données mobiles, donc l'Internet filaire, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup plus au niveau institutionnel. Sur les connexions, c'est beaucoup plus sur ces questions-là. Donc je pourrais revenir après sur l'inclusion financière par rapport au e-commerce en ce qui concerne les données de ce rapport dans un autre avant-propos. Un rapport donc sur l'utilisation des réseaux sociaux et surtout leur croissance ou leur décroissance au Burkina. C'était l'objet de l'avant-propos du juge Bernard Bougma. C'est plutôt la troisième audience de la semaine pour le tribunal de l'actualité qui s'intéresse en ce 8 mars à la journée internationale des droits des femmes avec sur le siège des convoqués Halima Deborah Traoré Diallo, première vice-présidente du mouvement Célébrons le 8 mars autrement. Pourquoi célébrer les droits des femmes? Pourquoi célébrer cette journée autrement au Burkina? Et d'ailleurs, comment tout cela a commencé au pays de l'homme intègre? Nous en parlons avec notre invité après cette fenêtre sur les généralités. Oui, Geoffroy Vara. Oui, vraiment, on va commencer déjà par mieux comprendre. Célébrons le 8 mars autrement. C'est une idée qui vient d'où? Comment ça germe? Et puis, qu'est-ce qu'on met dedans? Madame Traoré. Merci. Et avant de pouvoir vous répondre, je voudrais saisir l'occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes. C'est une fête? C'est une fête. C'est une fête. D'accord. Oui. Voilà. C'est une fête parce que dès l'instant où nous avons acquis des droits, et des droits qui doivent être perpétués de génération en génération, et on peut conclure que c'est une fête. Nous célébrons les droits des femmes, mais quelque part, nous sommes contents de pouvoir enregistrer des droits, le droit au travail, le droit à la vie, le droit aux conditions décentes. Il y a une série de droits
que forcément les femmes, il y a quelques siècles, n'avaient pas. Donc, en célébrant, en magnifiant le rôle de la femme dans la famille, dans la société, nous pensons que cela peut être considéré par nous, puisque c'est un respect que vous nous témoignez, vous les hommes. Nous pouvons être contents et conclure que c'est une fête. Nous fêtons cette reconnaissance. Et le mouvement Célébrons le 8 mars autrement est né d'un cri de cœur. Et celle qui va devenir plus tard notre présidente est allée dans sa localité et a pu être témoin de scènes déplorables suite au déplacement des personnes internes que nous appelons communément les déplacés internes, les PDI. Et elle a eu ce cri de cœur en venant vers d'autres sœurs pour leur dire qu'est-ce que nous pouvons faire devant cette situation, je dirais lamentable, que nous constatons avec les déplacements des personnes suite à l'insécurité. Et cet appel citoyen a été relayé dans les réseaux sociaux, bien sûr avec la volonté de faire quelque chose, de ne pas rester des spectateurs, des spectatrices devant cette situation lamentable. Et c'est ainsi elle est allée autour de fin 2019, décembre exactement, et en janvier, l'idée a été mûrie et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait faire quelque chose. C'est quelque chose à quoi l'accrocher. Nous sommes en janvier 2020 et dans quelques mois, on allait être dans le 8 mars 2020. Et nous avons dit, pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups? Et si on célébrait autrement? Et si on célébrait autrement le 8 mars, en mettant l'accent sur cette solidarité que nous voulons agissante au profit de nos personnes déplacées internes. Voilà comment est né le mouvement. Et dès l'instant où les réseaux sociaux, les médias nous ont accompagnés, cela rapidement nous a permis de structurer le mouvement, avoir une présidence, un bureau. Donc il y a Rita Sawadgo qui est la présidente, je suis la première vice-présidente et Ami Saga, la deuxième vice-présidente. Quand vous dites Ami Saga, il s'agit Aminata. Merci de la précision. Aminata Bagayogo Ouedraogo, épouse Ouedraogo, et Edith Traoré Tapsoba, elle est la trésorière, et Isabelle Tapsoba, elle est chargée de la communication, ainsi de suite. Je m'excuse auprès des sœurs que je ne pourrais pas citer, mais le bureau a été ainsi constitué. Et nous avons pu commencer le lancement de nos activités par une conférence de presse d'abord avec les médias qui vraiment nous ont accompagnés jusqu'à ce jour. Donc, la première activité que nous avons menée, bien sûr, portait sur comment accompagner, comment contribuer à accompagner ces personnes déplacées internes qui étaient dans une situation complètement démunie. Et si on prend, je dirais, le témoignage de notre présidente qui était revenue de Kaya. Deuxième question, vous avez dit comment est né le célébrant le 8 mars autrement. Pourquoi le autrement? Autrement parce que avant que cette situation sécuritaire soit effective comme nous le constatons,
vous savez, le 8 mars a été célébré, je dirais, officiellement au Burkina Faso en 1985. En 1985, c'était sous l'ère de la Révolution et nous avons pu organiser une rencontre nationale qui a regroupé des délégués des 30 provinces. À l'époque, il y avait 30 provinces, des délégués des 30 provinces et du Burkina et des femmes de l'administration publique comme privée. Et du 1er au 8 mars 1985, nous avons pu tenir cette rencontre et il faut saluer la volonté politique à l'époque, puisque si vous vous souvenez, le discours d'orientation politique montrait le rôle et la place de la femme burkinabé dans la révolution. Et le président Sankara en a fait son cheval de bataille pour susciter, je dirais, cette prise de conscience, cet éveil et nous amener à nous impliquer aux activités de la révolution. Donc, le 8 mars 1985 était, je dirais, un répondant. Nous avons répondu à l'appel. Nous avons répondu à la considération qu'on avait, que la révolution a décidé de placer en la femme. Et nous avons organisé cette rencontre et beaucoup de femmes sont venues et elles se sont inscrites dans plusieurs commissions pour regarder de très près la situation réelle des femmes du Burkina Faso à l'époque. Donc cet examen nous a permis, par exemple, de voir quelle est sa situation juridique. Qu'est-ce qu'on peut remarquer au niveau de la femme sur le plan juridique? Il y avait un vide juridique concernant, par exemple, le code qui doit régir les rapports entre l'homme et la femme au sein de la famille. Le code en général. Des personnes de la famille. Oui, on l'a appelé code des personnes de la famille parce qu'une fois qu'il a été élaboré, il fallait lui donner un titre. Mais nous, à l'époque, nous disons qu'il faut un code de la famille, simplement, pour pouvoir régir les rapports entre l'homme et la femme dans le ménage, pour sauvegarder l'unité de la famille, pour sauvegarder les droits des uns et des autres et surtout les droits des enfants. Donc cette commission, par exemple, a eu à examiner et à formuler cette recommandation importante qui a été prise en compte, puisque au lendemain du 8 mars 1985, immédiatement nous avons créé la commission qui a dû travailler, bien sûr, en prenant en compte toutes les idées, toutes les résolutions des femmes dans la commission juridique. Vous savez, avant, on ne mettait pas tellement l'accent sur le consentement mutuel dans le mariage. Et nous, comme nous voulions aussi qu'il y ait une lutte contre les mariages forcés, les mariages précoces, nous avons dit qu'il faut réglementer. Concernant l'âge des futurs époux, l'homme et le jeune homme et la jeune fille, et ce consentement mutuel doit être, je dirais, exprimé devant l'officier d'état civil. Oui, madame, vous rentrez là dans le détail de tout ce qui s'est passé avant, mais répondez à la question du juge qui demande pourquoi aujourd'hui vous parlez de célébrer le 8 mars autrement, puisqu'il s'agit d'un mouvement et il y en a d'autres qui continuent de célébrer le 8 mars. Nous avons dit qu'il faut le célébrer autrement parce que au fur et à mesure que les années passaient, nous avons pu constater aussi bien au niveau des médias que dans le comportement de l'immense majorité des femmes que le caractère festif était beaucoup plus mis en avant. Et donc les critiques fusaient de partout. Les femmes, c'est la fête, c'est les pains, c'est l'uniforme, etc. Oubliant que avant même de pouvoir porter le pain, parce que nous avons eu des uniformes le 8 mars 1985, mais avant ça, nous avons travaillé. Et l'uniforme n'est pas une mauvaise chose en soi.
c'est bien sûr quand on porte l'uniforme, on veut s'identifier. Ce qui est normal. On veut s'identifier, on veut montrer que nous avons un regard, je dirais, dynamique sur les droits des femmes. Et donc, nous n'avons pas hésité à retenir l'uniforme. Mais la manière dont ça a dérapé, où l'essentiel finalement au niveau de la presse était de parler de l'uniforme, de la fête tout court des femmes qui sortent et qui... Ça ne mettait pas en exergue ce que fondamentalement elle devait considérer comme une célébration, à savoir qu'est-ce que nous avons comme droit aujourd'hui, qu'est-ce que le contexte national nous permet d'avoir comme droit et pouvoir nous investir dans la vie, je dirais la vie tout court au niveau de nos pays, la vie de la nation, être des actrices de développement. Et donc, c'est ce qui fait que nous avons estimé que nous devons proposer un 8 mars autrement. Proposer un 8 mars autrement, le contexte aussi l'ayant exigé. Je crois qu'en termes de généralité, nous avons pris trop de temps et que nous sommes de plein pied dans le sujet. Oui, Bernard Bougma, rapidement, si vous avez un mot. En tout cas, on est en plein pied dans le sujet. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, j'ai bien apprécié le rappel historique. Alors, d'ailleurs, qui devrait pouvoir mieux faire ça que vous, compte tenu des charges que vous avez assumées pendant cette période de la Révolution. Et donc, c'est effectivement un décor qui est d'ailleurs très bien campé. Et tout de suite, d'ailleurs, quand vous avez dit fête, j'ai vu également la réaction du président, parce que c'est une journée qui, à l'instar des autres journées qu'on a dans le calendrier, donc journée internationale de l'enfant africain, journée mondiale de Sissi, journée. Mais là, ici, maintenant, on parle de la fête du 8 mars. Donc le caractère festif, effectivement, a pris le pas sur un certain nombre de choses. Et le rappel, effectivement, du contexte, il est très important. Effectivement, aujourd'hui, ce contexte-là, il n'y est pas. Ça a été dévoyé. À telle enseigne que même le pagne crée des problèmes dans des couples. Le pagne qui devait être seulement juste une objet d'identification crée même un problème dans le couple, alors qu'en son temps vous pensiez également à comment est-ce qu'on règle, même au niveau famille. Vous avez parlé de code de la famille. Maintenant on est dans le code des personnes et de la famille. Pourquoi à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que ce virage-là, il a viré du but en blanc, et puis le 8 mars est devenu tout autre chose que ce qui avait été prévu au départ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que vous avez tellement très bien suivi l'évolution, vous êtes consultant dans plusieurs domaines, dont le genre et tout. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé à un moment donné, puis on est arrivé là? Bon, moi, je voudrais relativiser vos propos, parce que quand vous le dites ainsi, c'est comme si, depuis là, rien n'a été fait sur le plan de la réflexion. Là, vous ne m'avez pas très bien compris, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des aspects de cette célébration qui ont pris le pas sur d'autres aspects, notamment le pagne, qui a même créé des problèmes dans le couple, et c'est peu de le dire. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est un élément parmi les autres éléments, mais je n'ai pas dit qu'à l'intérieur, il n'y avait pas quelque chose de bien. Non, c'est pas ce que d'accord. Donc, je suis d'accord avec vous que le pagne a pris le dessus. Et comme vous avez pu le constater, dans les familles, ça avait créé même, ça crée peut-être toujours, je n'en sais rien, mais ce qu'on a pu noter, c'est que des femmes ont mis l'accent sur l'acquisition du pagne, c'est-à-dire que c'était devenu un point d'honneur. C'est tout à fait fondable. Même sur quel pagne la première dame va porter. Le pouvoir du pagne. Voilà, la même couleur que la première dame, on avait tout ça ici. Exactement. Bon, c'est peut-être dû aussi au caractère très populaire que le pagne a pu avoir, parce que je voudrais juste vous rappeler que lorsque nous avons arrêté les pagnes, c'était un petit groupe. Vous voyez, c'était les délégués qui étaient venus à la rencontre. C'était les femmes fonctionnaires qui étaient dans la ville de Ouagadougou, celles qui sont dans le privé. Mais plus tard, le pagne a été
réellement mis en avant par les autorités même dans le cadre des couleurs, du choix, etc. Vous avez même vu que par la suite, d'autres communautés sont intervenues pour dire que le sigle qui a été retenu dès le départ pour magnifier la complémentarité, l'égalité au niveau des femmes a été remplacé parce qu'on n'a pas pu convaincre les uns et les autres qu'en fait c'est un sigle universel. Vous voyez. Donc, je suis d'accord avec vous que cet aspect des choses a contribué à ce qu'on a caché, je peux dire, à cacher l'essentiel de ce qu'on attend des femmes autour de la journée internationale. C'est une journée internationale des droits des femmes. C'est pas autre chose, c'est pas une journée internationale de la femme tout court comme ça, mais c'est une journée internationale des droits des femmes parce que chaque année normalement on doit mesurer l'importance des droits acquis et les obstacles qui font que pour tel engagement au cours d'une année on n'a pas pu le réaliser et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, je dirais, résoudre ces problèmes-là. Donc, je dirais que pour moi, le pagne, effectivement, a pu constituer un obstacle même à ce que les générations comprennent le contenu de la journée. Donc, le contenu a été complètement, je dirais, dissipé au profit de les pagnes qu'on doit porter pour aller faire le gangyuba, pour aller dans les bars, etc., etc. Et ça, nous l'avons déploré et c'est ce qui explique que nous, les pionniers, nous sommes dit, et si on célébrait autrement, en rattachant cette rencontre, cette journée de la femme à des préoccupations d'ordre national. Et c'est pour ça que nous n'avons pas hésité à dire nous allons, autour du 8 mars, nous impliquer dans l'accompagnement des personnes déplacées. D'accord. Alors, effectivement, vous l'avez très bien dit, il y a ce caractère festif-là qui a pris le pas. Il y a des années même où souvent c'est en juin qu'on voit célébration du 8 mars dans un pays au niveau de la diaspora et on déplace la ministre qui s'occupe des dames pour aller faire la fête en juin pour célébrer le 8 mars. Donc c'est devenu vraiment, au Burkina, on dit la fête du 8 mars, on ne dit plus la journée. Alors que c'est une journée onusienne comme les autres journées. Mais effectivement, dans plusieurs autres pays d'ailleurs, c'est une journée où on travaille, ce n'est pas férié. Alors aujourd'hui, est-ce que les réalités d'hier qui ont conduit à ce qu'on férie la journée, compte tenu de l'importance et du rôle qu'on veut donner à la femme dans la société, est-ce qu'aujourd'hui ces mêmes réalités-là existent à tel enseigne qu'on maintienne même la journée fériée et qu'on ne travaille pas chômé payé? Alors je rappelle à nos auditeurs que sur notre plateau aujourd'hui se trouve Alima Déborah Traoré Diallo, excusez-moi pour cette voix un peu enrouée, elle est première vice-présidente du mouvement Célébrons le 8 mars autrement, elle est ancienne médiateur du Faso et elle a fait beaucoup de choses donc à la base donc de cette célébration. Et d'ailleurs justement la question du juge a un rapport avec cela. Pourquoi parler de célébration plutôt que de commémoration? Pourquoi parler de fête plutôt que de réflexion? La parole est à vous, madame. On commémore, on célèbre. L'un n'exclut pas l'autre. Okay. On commémore parce que c'est une date historique quand même. Et si ma mémoire est bonne, ça fait 113 ans que cette journée est reconnue. Oui, on a été institutionnalisé par l'Organisation des Nations Unies depuis 1977. 77. Ok. 77, pour s'interroger sur la situation de la femme de la... Voilà. En 77 qu'on a reconnu, les Nations Unies ont reconnu, mais elle datait depuis 1910 dans le camp socialiste. Et c'est au fur et à mesure, comme l'ONU prenait aussi corps, se développait avec, je dirais, les échanges entre les États, que finalement, en 1977, que les Nations Unies ont reconnu la journée internationale des droits des femmes. Et avant 1977, bien sûr, vous avez parlé tout de suite de 1975, oui. C'était l'année internationale de la femme.
Donc les Nations Unies, au regard de toutes les difficultés que cette composante au sein de la société rencontrait, ils ont dit, nous allons lancer l'année internationale des droits de la femme, l'année internationale de la femme. Voilà comment ça a été intitulé. Et au bout d'une année, devant, je dirais, toutes les difficultés, tous les problèmes qu'ils ont pu recenser, ils ont dit une année ne peut pas suffire pour réfléchir. Donc il fallait lancer la décennie de la femme, de 75 à 85. Et là, après 1975, 5 ans après, en 80, ils ont fait une pause pour faire l'évaluation. Donc dans tous les cas, c'est pour vous dire que l'ONU a pris cette question importante parce que après avoir analysé dans beaucoup de pays les difficultés que rencontrent les femmes, ils ont décidé de retenir cette journée en 1977 et au fur et à mesure, chaque année, faire, je dirais, la propagande autour de cela pour que les États comprennent qu'ils doivent, autour de cette journée, regarder un peu la situation de la femme. Et regarder la situation de la femme dans les différents pays, et le juge a posé la question concernant cette journée qui est fériée, chômée et payée. Au Burkina, quasiment le seul pays dans le monde où on ne travaille pas ce jour-là, madame. C'est la fête qui continue. Bon, c'est pas la fête. C'est pas la fête qui continue. Je ne sais pas pourquoi vous vous accrochez tellement au... Mais pourquoi vous donnez les réponses à nos auditeurs et à nos téléspectateurs ne voyez pas qui la pensent fête. justement à la fête. Voilà, les gens pensent à la fête tout simplement au regard de tout ce que nous venons de dire, le caractère festif qui a pris progressivement le pas sur le contenu des réflexions qui ont été menées, parce qu'au niveau du 8 mars 85, comme j'avais commencé à vous parler de ça, il y a eu plusieurs commissions qui ont abouti à l'élaboration du code de la famille et qui régit nos rapports, les rapports entre l'homme et la femme aujourd'hui. Il y a eu, je dirais, des questions par exemple sur le consentement mutuel, le divorce par consentement mutuel qui n'existait pas. Si vous regardez les dispositions du code, c'est ce qui a été retenu le 8 mars 1985. Et c'est toujours des dispositions qui sont actuelles et qui nous permettent de garantir un minimum d'harmonie dans les rapports au sein des familles. Une question importante aussi qui est issue de ce 8 mars 85, c'était la nécessité que les femmes s'investissent dans le domaine socio-économique et surtout dans la transformation de nos produits locaux. Et quand vous regardez au niveau, par exemple, de la période révolutionnaire, on attachait toujours notre action à des mots d'ordre comme la lutte contre la désertification, parce que nous avons aussi fait des activités sur les foyers 3 pierres améliorés. Nous avons apporté notre contribution pour la bataille du rail, parce que la bataille du rail, vous savez que l'extension du rail de Ouaga à Kaya, ça a été fait avec une volonté politique affirmée et les femmes se sont investies aussi dans ce domaine-là pour apporter leur contribution. Et au niveau je reviens sur la question le domaine économique, les femmes se sont investies. Aujourd'hui, si vous regardez dans les alimentations, on est fiers de voir toutes ces transformations de nos produits locaux, mais c'est issu d'une recommandation du 8 mars 85. Donc c'est pour vous dire que ce qui a peut-être manqué, c'est de partir des recommandations et de les vulgariser jusqu'au niveau des associations pour qu'elles comprennent la portée et qu'elles acceptent s'investir pour être réellement des actrices de développement. Oui, en deux mots sur la question de la journée fériée. Voilà, c'est la question de la singularité burkinabé. Voilà, donc nous, à l'issue... Il y a d'autres pays, mais il y a des pays même où c'est les femmes seulement qu'on permet de se reposer ce jour-là. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est nous qui avons demandé. En 85, à l'issue de
à la clôture, qu'on nous permette de toujours poursuivre la réflexion autour des conditions de vie et de travail des femmes, autour de leurs droits chaque année, et de pouvoir mesurer l'évolution, voir les obstacles, comment les résoudre pour aller de l'avant. Donc nous avons demandé et obtenu que la journée soit chemin et férié. C'est nous qui avons demandé, et nous les femmes, les délégués de la rencontre en 85, nous avons demandé, j'ai personnellement demandé cela dans mon discours de clôture, qu'on nous permette de poursuivre la réflexion, toujours ce travail de réflexion pour arriver à comprendre d'abord les droits qu'on a pu acquérir, mais quels sont les obstacles qui ont empêché que tel ou tel engagement ne puisse pas se réaliser parce que. Vous voyez? Donc la journée, c'est une journée de réflexion en fait. C'est une journée de réflexion et d'action. On réfléchit, on prend des recommandations et on agit, par exemple pour l'élaboration du code, immédiatement après le 8 mars 85, nous avons élaboré le code de la famille, et c'est ainsi qu'on l'a intitulé Code des personnes et de la famille. Donc je pense que ce n'est pas mauvais en soi. C'est peut-être l'utilisation trop abusive du côté festifs à travers les pailles qui ont caché le travail que les différents ministères ont pu, je dirais, mener, parce que je ne doute pas un instant que ce travail de réflexion ait pu s'organiser à travers les différents ministères qui ont pu, je dirais, parler au nom des femmes au cours de la journée du 8 mars. D'accord, pour terminer Ok, allez-y. Non, parce que je voulais donner la parole au juge Geoffroy Vara pour rappeler aussi à nos auditeurs que nous recevons aujourd'hui Halima Deborah Traoré, née Diallo. Elle est première vice-présidente du mouvement Célébrons le 8 mars autrement. Et il nous faut effectivement célébrer le 8 mars autrement en mettant plus l'accent sur la réflexion, d'autant qu'elle a rappelé le contexte dans lequel ce mouvement est né en 2020, et avec beaucoup de et si, un questionnement de la présidente de ce mouvement, Rita Sawadogo, et si les femmes suspendaient l'aspect festif du 8 mars et observaient le deuil pour tous ceux qui sont tombés injustement, civils comme militaires, et si les femmes faisaient preuve de compassion et de solidarité envers les déplacés internes, et si chaque femme remettait le prix du pain du 8 mars et le prix de la couture pour les déplacés, les militaires au front, et c'était donc aussi le contexte sécuritaire qui a fait naître ce mouvement Célébrons le 8 mars autrement. Oui, juge Geoffroy Vara. D'accord, on est toujours dans la question du 8 mars. Moi, je suis entièrement d'avis. Je ne pense pas qu'il faille s'excuser ici de célébrer des acquis qui sont encore des droits acquis chèrement, et ce n'était pas facile pour les femmes. Et quand vous rappelez la période de la Révolution, quoi qu'on dise, c'est un tournant assumé par quelqu'un qui était Sankara. Ça, il faut accepter cela avec des discussions qui ont été posées à un moment donné où ce n'était pas forcément partagé par la plupart des Burkinabés comme priorité. Et moi, je pense que ça, c'est important de le dire. Maintenant, avec ce que vous nous faisiez tout à l'heure comme rappel historique, qui est pour moi assez important, jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez concrètement sur les questions des droits au Burkina de la femme, depuis cette période de la Révolution, est-ce qu'on a eu des avancées vraiment majeures, des acquis majeurs, et lesquels? D'abord, je peux dire un des acquis majeurs, c'est sa présence physique, morale, intellectuelle sur la scène politique. C'est un acquis important, parce que pour parler de l'émancipation, il faut bien que la femme, qu'on la reconnaisse à travers des activités nobles, des activités de développement, qu'elle soit réellement une actrice de développement. Donc je peux dire aujourd'hui, au regard de son implication,
dans les organisations non gouvernementales, au regard de son implication dans les structures gouvernementales, dans les structures parlementaires, etc., c'est venu progressivement, bien sûr avec une volonté politique, mais aussi une conscience que les femmes ont prise de plus en plus pour s'investir, pour rejoindre les hommes sur la scène politique. Ça, c'est un acquis important, selon moi, parce qu'elle était jusque-là confinée à la maison. Et confinée à la maison, c'est vrai que les tâches de ménagères sont nobles, mais ça ne nourrit pas son homme en termes d'acteurs de développement. Et donc, dès l'instant où elles ont pris conscience de cette nécessité d'apprendre et de rejoindre les hommes sur je dirais sur le terrain politique. Sur le terrain du développement tout court, déjà, et pour moi, c'est un acquis. D'accord. Le deuxième acquis, aujourd'hui, avec le code de la famille, on ne peut pas faire du n'importe quoi dans les rapports avec les femmes. Vous voyez, une femme peut s'appuyer sur ce code de la famille pour refuser que le mari lui impose, par exemple, la polygamie. Puisque dans le code, il y a la monogamie comme règle, la polygamie comme l'exception. Il y a aussi au niveau, comme acquis, le droit des enfants. Il a fallu qu'on bataille dur pour que les femmes elles-mêmes acceptent qu'un enfant né dans le mariage et celui né hors du mariage doivent avoir les mêmes droits, parce que l'enfant n'a pas demandé à naître. Et donc, dans ce cas, il faut accepter cela. Donc, il y a des dispositions dans le code qui montrent réellement les avancées. Le divorce, avant, c'était le divorce pour faute lourde. Donc, chacun s'accusait. Le mari accuse la femme accuse le mari, etc. Mais aujourd'hui, on a trouvé une autre forme pour sauvegarder ce qui a pu exister dans le mariage par le divorce par consentement mutuel. Donc, c'est les époux qui vont s'asseoir, examiner et puis aller maintenant devant le juge pour dire nous optons pour cela et nous allons vous demander de nous accompagner pour régler nos problèmes, ceci, cela. Donc pour moi, ça aussi c'est un acquis. Le fait que sur le plan économique, on puisse enregistrer une certaine indépendance, autonomie financière des femmes, c'est ça pour moi un gros acquis, parce qu'elles peuvent, tout en apportant leur contribution dans la société, avoir aussi cette vie décente, de s'occuper aussi de ses enfants, de s'occuper d'elles-mêmes, de pouvoir garder une certaine dignité, au lieu chaque fois de rester là à tendre la main à l'homme. Ça aussi c'est un acquis et qui me paraît très important. Je ne sais pas si vous voulez dire. Le droit d'aller à l'école, toutes les dispositions qui ont été prises pour assurer une certaine stabilité de la jeune fille à l'école, pour réduire les déperditions scolaires. Bon, vous voyez, pour moi, tout ça, ce sont des acquis, parce que sans éducation, sans connaissance, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, une fois qu'il y a aujourd'hui, si ce n'est pas parce qu'il y a les questions sécuritaires, il y a aujourd'hui des écoles qui enregistrent plus de jeunes filles à l'école que de garçons. Donc, si on comprend bien votre propos, le Code des personnes de la famille a fait faire des bons qualitatifs en termes de droits, donc pour les filles, pour les femmes et pour les enfants, pour les ménages. Vous avez parlé également de la plateforme politique. Je voulais juste éclairer votre propos pour dire que le 5e recensement général de la population de l'habitat a établi à 51,7% le taux de femmes donc au Burkina, mais en 2021, il y avait 9 femmes ministres sur 33, soit 27,2%, 16 femmes députées sur 127, je parle de 2021 bien entendu, soit 12,5%,
4 femmes gouverneurs de région sur 13 en 2020, soit 30,7%, et 8 femmes hauts commissaires de province sur 45 en 2020, soit 17,7%, et 52 femmes sur 348, 52 femmes préfets de département sur 348 en 2020, soit 14,9%. Nous recevons Halima Déborah Traoré Diallo, elle est première vice-présidente du mouvement Célébrons le 8 mars autrement. Nous parlons bien évidemment de la Journée internationale des droits des femmes. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je donne peut-être la parole à Bernard Bougma qui voulait la prendre depuis quelque temps. Oui, comme vous avez prôné de célébrer autrement, je pense que les autorités actuelles d'ailleurs sont dans le Célébrons autrement parce que officiellement elles ne se reconnaissent pas dans un quelconque pagne désigné. Alors qu'au niveau du ministère, il y avait même un comité qui désigne le pagne. Il y a eu une année où on s'est disputé sur la couleur. Donc, on s'est disputé même sur la couleur. Il y en a qui ont pris une couleur pour dire que c'est la couleur d'un parti. Et puis bon, les spécialistes en couleur sont venus nous diviser, venus nous situer là-dessus. Cette année, le gouvernement dit officiellement, nous ne sommes pas dans une affaire de pagne. Maintenant, je dis, comme on est dans le Célébrons autrement, est-ce qu'il faut maintenir la journée fériée? Je suis sur ma question. Parce qu'il y a des Burkinabés qui ne se cachent pas de ça, qui disent non seulement le pagne ne veulent pas, mais au regard de l'évolution, on peut se passer de la journée fériée, mais continuer la célébration autrement, comme les autres journées de l'ONU. En 2 mots, madame, est-ce que vous pensez que la journée fériée a fait son office et qu'aujourd'hui, il faut s'en passer? Nous avons demandé la journée fériée parce que nous voulons continuer à ce que les générations magnifient la femme, magnifient ses droits et l'accompagner pour l'accompagner aussi dans l'acquisition de nouveaux droits. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Je pense que le problème n'est pas au niveau du caractère férié de la journée qui fait que on peut trouver ce dérapage. Parce que on peut toujours garder cette journée chômée et fériée. Parce qu'au niveau de l'Assemblée, je vous précise qu'il y avait eu cette tentative de la supprimer carrément. Vous voyez, mais grâce à la combativité des femmes députées à l'époque, et bien sûr, beaucoup d'hommes se sont ralliés pour nous dire non, nous n'allons pas supprimer la journée sur la liste des jours fériés. Je pense que c'est un acquis, seulement il faut inviter les uns et les autres, en commençant par les autorités, à avoir une volonté politique ferme sur le contenu qu'on doit donner à la journée des droits des femmes. C'est une question je dirais, de sensibilisation, de formation, pourquoi pas, pour que les femmes elles-mêmes connaissent réellement leurs droits. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas leurs droits. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Comment est né le corps de la famille, elles ne connaissent pas. Dans le corps de la famille, qu'est-ce qu'il y a d'important pour sauvegarder ces droits, elles ne connaissent pas. Donc, le travail de sensibilisation peut être poursuivi à travers des forats. Et c'est ce que le régime du président Blaise Compaoré avait opté au lendemain du 15 octobre pour faire un forum tournant au niveau du ministère de la femme. Et donc je pense que le travail de réflexion doit être poursuivi. Ensuite, tout ce que nous allons mener comme action pour montrer le caractère, je dirais, émancipatif de la femme doit être poursuivi aussi, parce que l'émancipation, ça ne veut pas dire être égoïste. Il faut être là au moment où le pays a besoin de toi comme acteur, comme actrice, pour aussi apporter sa contribution. Et c'est ce qui explique que nous, au niveau du 8 mars autrement, nous ayons mis l'accent sur comment exprimer notre solidarité agissante, notre compassion à l'endroit des personnes déplacées. C'est une réalité, mais au début, quand nous avons opté, on ne pensait pas
que la question de la sécurité allait se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Et donc on disait, cette année, nous mettons l'accent sur l'accompagnement des déplacés. Et nous avons fait une vaste collecte de plus de 16 millions de francs CFA, et nous avons utilisé cet argent pour acheter des vivres, le riz, l'huile, les fournitures scolaires au profit des déplacés. Il nous reste juste 1 minute, madame, et j'aimerais quand même que Geoffroy Vara intervienne très rapidement sur cette question de pagne. C'est vrai que ça pose un problème, mais aussi en décidant de ne pas mettre le pain dans le circuit cette année, on fait du tort à une certaine catégorie de femmes qui vivent donc justement de ces pagnes tissées. Geoffroy Vara, juste en 30 secondes. Ça, c'est justement mon point de vue. Moi, j'ai été à Gampela, j'ai vu des dames qui sont des déplacés internes, qui fabriquent du savon, mais dont la première activité, c'est de faire du pain tissé, qui attendaient ce type d'occasion-là pour avoir des débouchés. Elles n'attendent pas d'étendre la main. Elles vivent dignement avec ce qu'elles savent faire. Et quand on parle du pain tissé au Burkina, ce sont ces femmes-là d'abord qui sont derrière, qui sont dans cette industrie-là. Moi, je pense que cette décision n'a pas été forcément bonne, d'autant plus qu'elle vient tardivement, et elle a fait plutôt le lit pour ceux qui ont l'habitude d'aller en Chine prendre des pagnes et venir. C'est ce qui est en train d'être vendu sur le marché aujourd'hui, et ce sont des motifs les plus prisés. Celles qui n'auront pas de débouchés cette année, ce sont plus ces femmes-là, ces braves femmes-là, à qui on va demander encore de venir cotiser pour venir. On va nous demander de cotiser leur donner, alors qu'elles ont trouvé des débouchés pour vivre dignement. 30 secondes, madame Traoré. Ces femmes qui n'ont pas donc la possibilité de placer, de tisser, de profiter justement de cette journée des droits des femmes pour se faire un peu d'argent. Oui, bon, je me dis, c'est une année. C'est cette année qu'on a demandé cette pause pour observer ce deuil national. Moi, je me situe à ce niveau. Les femmes qui sont dans les coopératives, c'est vrai, elles se nourrissent de cela, mais pas uniquement de l'activité autour de la journée du 8 mars. Elles font des pailles et on les achète. Mais, comme on le dit, dans un panier, il faut choisir. Aujourd'hui, nous avons besoin d'observer sur toute la ligne ce deuil. Ce deuil parce que nous avons perdu des frères, des maris, des fils. Et les femmes déplacées internes aujourd'hui n'ont même pas la tête à un uniforme, s'il vous plaît. Oui, ce dont elles ont besoin, c'est autre chose. Donc c'est aussi un sacrifice qu'on demande. Oui, on demande un sacrifice à ces femmes-là. On reconnaît que cela permet de booster leur activité, mais pour une année, elles peuvent compatir. Elles peuvent exprimer leur compassion à l'endroit de leurs sœurs. Compatir, exprimer leur compassion à l'endroit de leurs sœurs. Le temps qui nous est imparti est malheureusement achevé depuis quelques minutes déjà. Et je voulais parler de Thomas Sankara, mais je vais le garder pour une autre fois. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité, la 3e de la 10e semaine de l'année 2023, consacrée à la Journée internationale des droits des femmes, avec Halima Deborah Traoré Diallo. Elle est première vice-présidente du mouvement Célébrons le 8 mars autrement, ancienne médiateur du FASO, ancienne responsable des femmes au niveau du CDR, si j'ose m'exprimer ainsi. Merci d'avoir honoré notre convocation. Merci. Et merci au juge Bernard Boukman, merci. Merci à Geoffroy Vara. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Trey TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Merci à tous nos combattants qui payent de leur vie la sauvegarde de la patrie et prompt rétablissement à tous les blessés ainsi qu'à tous les malades. Hommage à toutes les femmes qui se battent au quotidien pour s'en sortir et pour le bien de tous. Le tribunal de l'actualité vous retrouve dès demain, même heure, même antenne, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.